Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est un sujet industriel d'importance avec, je le disais tout à l'heure en titre d'émission, la gestion active qui se rebiffe. En tout cas, qui unit ses forces pour démontrer que la gestion vraiment active est une gestion qui peut générer de la surperformance, c'est une gestion qui peut être un levier de souveraineté pour l'industrie de la gestion d'actifs en Europe et c'est également un levier de protection de l'épargnant. Maintenant que j'ai dévoilé les conclusions du rapport qui a été publié il y a quelques semaines, on va en parler avec deux contributeurs de ce que j'ai appelé le livre blanc quand même de la gestion d'actifs. Anne-Sophie Dandelot, cofondatrice de Siam, est à nos côtés et Sidney Oury, cofondateur d'Iveo Capital Partners. Bonsoir et bienvenue à vous deux. Merci d'être avec nous pour revenir sur ce rapport, alors qui est intitulé la gestion active comme levier de surperformance de souveraineté financière européenne et de protection des épargnants. C'est les termes que j'ai repris. Siam, Iveo Capital Partners en sont deux contributeurs. Je cite les cinq autres: BDL Capital Management, Carmignac, Comgest, Edram et Moneta. Anne-Sophie, quelle a été la jeunesse du projet, si je puis dire? C'est quand même assez rare de voir dans l'industrie de la gestion d'actifs cette société de gestion indépendante unir leurs forces pour porter un seul et même message. Est-ce qu'il y avait une injustice à réparer, Anne-Sophie? Alors, je ne sais pas s'il y a une injustice. En tout cas, l'objectif pour nous tous, c'était de clarifier finalement cette gestion active. Je dirais que l'origine a plusieurs aspects. Le premier, c'est que avec mon associée Catherine Berjal, on s'était rendu compte que beaucoup d'allocataires, et notamment en France, avaient pas mal polarisé leur façon d'investir. D'une part, vers la gestion dite actifs privés, et d'autre part, pour les actifs liquides dans des ETF ou des fonds passifs. Et au milieu, eh bien, la gestion active, on avait l'impression, en tout cas dans la partie action, avait un peu disparu. Et donc, comme on est proche d'un certain nombre de sociétés de gestion, on en a parlé autour de nous et on a décidé avec Iveo Capital, donc Sidney ici présent, et puis les 5 autres sociétés de gestion, de nous associer pour rédiger un rapport et le publier. Ouais. Alors, Sidney, qu'est-ce qui vous a amené, qu'est-ce qui a amené Iveo Capital Partners à rejoindre, entre autres, l'initiative qui a été lancée par Siam, et je le dis comme ça, parce que vous avez été aussi une impulsion importante dans ce projet, Anne-Sophie, et donc suivie par des sociétés comme la vôtre, Sidney. Donc, c'est Anne-Sophie qui nous a convaincus au départ. Et après, on s'est réunis. Vous êtes dans le monde obligataire. Je le dis juste d'un monde. Certaines de ces sociétés sont dans les deux univers. Vous êtes dans l'univers action. On parle même d'une gestion tellement active chez Siam qu'on vous appelle parfois un fonds activiste. Je le dis, Anne-Sophie, sans connotation aucune. En tout cas, vous avez un engagement fort auprès des sociétés que vous détenez en portefeuille, pour lesquelles vous avez des participations. Un dialogue constructif, bien sûr. Et vous, Iveo Capital Partners, c'est la dette émergente, notamment à l'origine. Exactement. Société de gestion indépendante. Et là, justement, on s'est réunis avec 6 autres sociétés de gestion qui sont indépendantes, parfois même concurrentes. Et il y a quelque chose qui est unique, clairement, c'est on entend une musique de fond qui laisse entendre que la gestion active ne performe pas et qu'elle est chère. Qu'elle est morte. Et qu'elle est morte. Non mais... Ouais. Et donc, du coup, on a voulu travailler sur ce rapport et documenter avec des exemples quantitatifs pour avancer une méthodologie qui peut être bien comprise et bien lu par des investisseurs et des sélectionneurs et des allocataires. Ouais, c'est tout l'intérêt, je trouve, de ce rapport. C'est pas juste un communiqué de presse. Il y a un vrai travail de fond, un vrai travail d'étude, de recherche qui a été fait. Anne-Sophie, vous avez travaillé sur un historique long, 6 périodes de 5 ans pour analyser un univers large de 4600 fonds en Europe. C'est une vraie étude, je vais pas dire académique, mais il y a un vrai travail de recherche. Qu'est-ce que vous avez appris? Quelles sont les conclusions de ce travail de recherche? Et est-ce que c'est des conclusions qui ont pu même vous surprendre au fur et à mesure du travail qui a été mené? Alors effectivement, c'est bien une étude quantitative dont il s'agit. C'était important pour nous d'avoir des chiffres que l'on puisse présenter de façon publique. Le rôle de ce rapport, c'était de mettre en exergue le fait que la vraie gestion active n'est pas la gestion dite benchmarkée, qui finalement s'écarte assez peu des indices, ni même la gestion passive, bien sûr, cela va de soi. Mais c'était important de redéfinir correctement cette vraie gestion active tout d'abord. Mais important, dans l'univers de la gestion active, au fil des années,
on a un peu dévalué ou dévalorisé le concept de gestion active. Alors c'est la vraie ou la gestion vraiment active. Moi j'aime bien le dire comme ça. C'est ça. Effectivement, on a cherché authentique, vrai, vraiment. Mais effectivement, finalement, on a dit gestion active parce que c'est quand même ce que c'est la gestion active, c'est-à-dire une gestion de conviction, une gestion qui va s'écarter en général du benchmark parce que des choix ou des gérants spécifiques. Et justement, on en vient à la notion d'active share. Qu'on dévoile, dans ce rapport qu'on dévoile dans le sens où on a quantifié le montant minimum d'active share nécessaire pour que la gestion active surperforme les indices. Et ce chiffre-là, il est intéressant, il est de 71%. Et même si on monte à 80%, c'est là où on optimise en fait la génération de surperformance que l'on estime dans ce rapport, donc calculé à 0,7% par an de surperformance de ces fonds actifs. Donc Active Share mesure de 0 à 100%, c'est ça. Voilà. La manière dont jusqu'où je réplique mon indice de référence. La gestion a quand même toujours une forme de benchmark, au moins un guide, un indice de marché, de référence. Est-ce que j'en réplique 10, 20, 15, 30, 50% ou est-ce que j'en suis complètement écarté ? Exactement. Et donc plus l'active share est élevé, plus on s'écarte par conséquent de ce fameux indice de référence. Donc au-delà de 70%, effectivement, 100% étant une gestion complètement décorrélée de son indice de référence. Dans l'univers des fonds que vous avez analysés, combien répondent à ce critère d'une active share ? Déjà, c'est quoi l'active share chez Siam, Anne-Sophie ? Et chez Ivo Capital, je veux bien que vous nous donniez un peu les proportions. Et dans l'univers des fonds que vous avez analysés, combien d'entre eux répondent à la définition que vous proposez de la gestion active ou de la gestion vraiment active, celle dont l'active share peut dépasser les 70%. Alors chez nous, on est à 97% d'active share, effectivement. On a analysé à peu près 4600 fonds, pas que en France, donc c'est pas évident de savoir exactement combien ont vraiment correspondent à cette définition d'active share supérieure à 71%. Mais ce qui est sûr, c'est que il y en a quand même un certain nombre. C'est pas juste une toute petite portion de l'univers d'investissement. C'est juste que, et d'ailleurs beaucoup de ces fonds-là disclosent déjà leur active share. C'est pas un tout nouveau. Ils ont trouvé l'intérêt de le faire. Exactement. Et donc dans la gestion effectivement obligataire, Sidney, vous aussi vous avez un active share. Parce qu'on parle on parle quand même de gestion passive dans l'obligataire. Et c'est antinomique. C'est antinomique, complètement. Nous, chez IVO, on a 92%. On a quand même calculé l'active share, bien que ça évolue et ça bouge énormément, parce que les indices obligataires, la duration bouge, les papiers, les émetteurs, vous pouvez avoir un émetteur, mais 10 émissions à l'intérieur de l'indice. Et donc, ça bouge énormément. Donc, c'est pas de l'active share, c'est plus le tracking error qu'on utilise sur l'obligataire. Et c'est beaucoup plus naturel, vous dites, dans l'univers obligataire ou du crédit, de sortir des indices, comme on dit. Mais il faut expliquer, c'est lié à la construction même des indices obligataires, qui est très différente de la construction des indices actions. Exactement. Donc, plus une société, plus un État est endetté, plus il va être représenté dans l'indice. Donc, vous avez les indices globaux, taux, vous avez les US, parce que la dette américaine représente une grosse partie, bien que dette sur PIB, vous constatez, et c'est justement les États qui ont les dettes sur PIB les plus élevées qui sont le plus représentés. Pareil sur le corpo. Vous regardez sur le corpo, les indices high yield européens, vous aviez les Altis SFR, vous aviez les casinos Rallye. Les boîtes les plus endettées. Les boîtes les plus endettées. Ce qui va souvent avec une situation bilancielle les plus compliquées. Exactement. Alors que la tendance, justement, pour les sociétés de gestion obligataire, c'est d'aller justement essayer d'identifier les sociétés qui sont très peu leveragées et d'identifier les bons acteurs. Donc, de faire ce picking-là, ce que les indices, ce que les ETF ne font pas. Vous en venez ensuite à la notion de souveraineté. Alors là, il faut expliquer quand même le cheminement, parce que c'est vrai que le terme souveraineté englobe désormais, presque tout et n'importe quoi. Et je comprends, c'est le marketing, c'est le narratif, etc. Mais qu'est-ce qui vous amène à faire ce lien avec la souveraineté et la protection de l'épargnant ? Et pourquoi c'est important de bien redéfinir ce qu'est la gestion vraiment active, avec l'idée qu'il faut la préserver, j'imagine ?
Oui, alors effectivement, c'est vraiment un point qu'on développe assez largement dans ce rapport. Dans la gestion active, il y a cette notion en fait d'activement participer au financement des entreprises, d'activement engager avec les entreprises dans un dialogue justement, constructif, voilà, et les accompagner dans la durée. Ouais. Voilà, c'est de participer aux IPO. Ce que les fonds passifs ne font pas ou quasiment pas. C'est aussi de participer aux augmentations de capital, pareil. En fait, c'est vraiment de participer au financement de l'économie européenne et en cela, de participer à la souveraineté finalement européenne. Et il y a un deuxième point important qui est qu'aujourd'hui, les fonds passifs, c'est de notoriété publique, sont dans les mains à plus de 80% des acteurs américains, ouais, bien sûr. Vanguard, State Street et BlackRock, voilà, exactement. Et donc, ça, c'est quand même un aspect important. Par qui est gérée notre épargne aujourd'hui quand on ne fait que de l'ETF, hein? Et il y a le deuxième point qui est aussi la concentration, en fait, dans les valeurs, dans les secteurs et dans certaines géographies qui, historiquement, ont été plus attractives et qui, donc, mécaniquement, on s'est retrouvé dans la situation où on a eu une très forte concentration. Donc, on a une illusion de diversification, mais en fait, on a une concentration des risques sur certaines valeurs, géographies et secteurs. Et ça, il ne faut quand même pas l'oublier. C'est un risque et c'est important de le dévoiler mais complètement. et d'en parler. C'est vrai que la diversification doit pouvoir se mesurer, elle a de la valeur, mais c'est vrai que le premier indicateur qu'on regarde souvent sur les marchés, c'est un indicateur de performance. Exact. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, on en parlait dans la partie précédente de l'émission, en parlant du thème de l'IA, c'est impossible de rivaliser face à des boîtes qui se capitalisent en trillions de dollars et qui voient des cours de bourse bouger parfois de 20% chaque jour, Anne-Sophie. Mais quand même, on peut créer de la valeur, une valeur équivalente en Europe, par exemple, avec des stratégies de gestion vraiment actives. Et la réponse est oui, déjà, tout à fait. Et donc, tout réside dans la sélection, en fait, de ces gérants. Et puis, il y avait un autre point important. Il ne faut quand même pas oublier que les grands fonds de pension américains sont, en très grande majorité, investis d'abord aux États-Unis. Donc, il y a un vrai souverainisme de l'allocation du capital aux États-Unis qu'on a, nous, beaucoup moins ou pas de la même façon. Ce serait quand même pas très compliqué d'imaginer que les grands allocateurs européens, finalement, redonnent une certaine priorité à ces actifs européens en cherchant les bons acteurs, ceux qui surperforment, bien entendu. Pas juste pour faire... L'objectif à la fin de la journée reste le même. Voilà, protéger l'épargne, créer de la valeur, financer les retraites, etc. Voilà, c'est le même objectif pour tout le monde. Qu'est-ce que vous attendez de ce rapport maintenant, là, Sidney ? Déjà, ça fait un mois qu'il a été publié. Est-ce qu'il a reçu un écho à la hauteur de ce que vous espériez ? J'en ai vu et j'en ai entendu beaucoup parler déjà. Et qu'est-ce que vous en attendez ? Notamment du point de vue de place, comme on dit. Non, on a eu un large écho auprès de différents acteurs, d'institutions aussi. Ce qu'on attend, c'est une certaine forme de prise de conscience sur un phénomène qu'on voit apparaître. Et je reviens sur la musique. On entendait une musique similaire il y a 20 ans sur certaines industries stratégiques en France. Je pense au nucléaire, je pense à l'automobile. On a les mêmes dynamiques d'un point de vue réglementaire. On pousse des acteurs étrangers et à la fin, faut protéger l'écosystème français. Et on a le sentiment qu'on a ces pressions qui arrivent et c'est relayé parfois par des médias. Haussmann, je disais encore aujourd'hui, un grand média français, les 16 ETF à détenir dans ses allocations, etc. Absolument à détenir dans ses plusieurs médias tous les jours, mais c'est le job. Enfin bon, c'est leur job aussi de. On peut pas, on va pas cancel les ETF, si vous voulez ce que je veux dire. D'ailleurs, c'est pas l'objectif de ce rapport d'opposer passif et actif. Pour nous, c'est très important. D'ailleurs, on voit que l'ETF, et c'est intéressant, on est en train de dissocier l'enveloppe ETF des stratégies qu'on intègre dans cette enveloppe. Et c'est vrai que pendant très longtemps, jusqu'à aujourd'hui, ETF égale gestion passive, égale stratégie passive. Mais on voit quand même que les choses semblent évoluer de ce point de vue-là. Exactement. Non ? Et ça évolue, exactement. Maintenant, on nous parle d'ETF actifs. Et en revanche, vous regardez les ETF actifs, ils sont très benchmarkés. Donc, ils ont une active share, ce qui est
extrêmement faible. Ouais. Et donc, après, c'est du marketing, c'est du packaging, et on considère que la vraie création de valeur est dans la gestion active. Donc, mais vous dites, j'aime beaucoup votre parallèle avec l'industrie automobile européenne, par exemple. Réveillons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Absolument. Ouais, bon. Vous en attendez quoi, Anne-Sophie ? Il y a des réactions déjà ? Vous avez des retours d'institutions, d'organismes de place ? Comment est-ce qu'ils regardent ce rapport ? Parce qu'évidemment, comme vous dites, le but n'est pas d'opposer votre propos, la démonstration que vous faites en tant que gestion purement, vraiment active, par rapport à des gestions moins actives, plus passives, et à d'autres enveloppes peut-être que les vôtres. Oui, je rajouterais un point sur la réaction de certains allocataires qui nous disent « Merci beaucoup, oui. C'est une bonne base pour nous, pour aller convaincre en fait bon argumentaire. Exactement les comités d'investissement, pour leur dire qu'il y a vraiment une voie vers la gestion active à reprendre. Bon, je rappelle, le chiffre d'or, donc c'est 71%. À partir de 71% d'actifs chers, vous générez en moyenne ou en médiane, je ne sais plus, en moyenne, je crois, 0,7% de surperformance net de frais, bien sûr. On ne l'a pas dit, Anne-Sophie, mais il n'y a que ça qui compte à la fin de la journée. Bien entendu, net de frais. Mais... Supérieur à 80%, 0,7% de surperformance, mais à partir de 71%, déjà, il y a de la surperformance. Ouais. Et sur l'obligataire, 60% des gérants obligataires surperforment leur indice de référence. Ouais. Et ça monte à 97% quand on parle de gestion flexible obligataire. Ah non, mais il y a plein d'univers où la gestion active est loin d'avoir été détrônée encore aujourd'hui. Merci beaucoup à vous deux et merci à tous les contributeurs et contributrices de ce rapport. Anne-Sophie Dandelot était avec nous, cofondatrice de Siam, et Sidney Horry, cofondateur d'Iveo Capital Partners.